Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Picardie pour un dimanche en politique consacré aujourd'hui à la chasse à courre. Faut-il l'abolir? La mort d'un cerf il y a moins d'un mois dans la cour d'un pavillon privé de la Croix à Saint-Ouen près de Compiègne dans l'Oise a suscité beaucoup d'émotions, de nombreuses réactions. En début de semaine, un chasseur rabatteur accompagnateur a été tué par un cerf lors d'une chasse à tir en forêt de Compiègne et tout ça s'est passé en Picardie. Dans Dimanche en politique, nous allons parler de la réglementation. Faut-il la modifier? Comment faire cohabiter tradition et protection des animaux? Et enfin, nous verrons s'il faut interdire ou non cette chasse, la chasse à courre. 4 invités ici même pour en débattre. Alain Drache, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître d'équipage de la Futée des Amis et c'est vous qui avez mis à mort le cerf dans une propriété privée il y a de cela moins d'un mois. Face à vous, Gilles Mété. Bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts Picardie. Votre parti est radicalement opposé à la chasse à courre. Vous êtes abolitionniste. Absolument et fermement. Guillard Lédofauve, bonjour à vous. Vous êtes président de la commission environnement au Conseil régional des Hauts-de-France. Exact. Et vous avez une double casquette. Vous êtes le patron des chasseurs dans le département de l'Oise. C'est exact. Et enfin, William Church, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'association Une forêt des hommes, basée à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Saint-Gobain, dans l'Aisne. Une association pour la protection, la sauvegarde de la forêt de Saint-Gobain, donc dans l'Aisne. Et vous êtes favorable à un plus grand respect de la loi, en tout cas dans ce domaine. Merci à vous 4 d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de commencer ce débat, ce rappel des faits, 2 événements ont eu lieu en Picardie, je vous le disais. Lundi, un chasseur a été tué par un cerf, un drame très rare, en forêt de Compiègne lors d'une partie de chasse. L'animal a foncé sur le rabatteur au lieu de fuir. Et puis, il y a moins d'un mois, un cerf a été tué sur le terrain d'un pavillon privé. Le rappel des faits avec Camille Di Crescenzo. Ce lundi, peu avant 11h, la chasse à tir vient de démarrer au lieu-dit La Sante au Poireau. D'un côté, les chasseurs armés d'un fusil, de l'autre, les traqueurs armés d'un bâton. Leur mission, faire le plus de bruit possible pour débusquer les animaux et les pousser dans la direction voulue. Mais cette fois, au lieu de s'enfuir, un cerf se retourne et percute un rabatteur au thorax par sa ramure. Un accident rare, mais un risque bien connu par les chasseurs. À la chasse, on sait que le gros gibier est un animal c'est pas qu'il va se défendre, c'est la logique. L'animal est chassé, il fuit en général. Et des fois, dans la fuite, il renverse une personne qui se trouve sur le trajet, quoi. Moi, personnellement, ça m'est arrivé aussi, ça va tellement vite. Cet accident de chasse survient tout juste 15 jours après l'abattage d'un cerf. Non loin de là, l'animal avait fini sa course dans un jardin privé lors d'une chasse à courre. Non mais sérieux Mais ils vont pas le faire sortir normal, ils vont le tuer. Bah oui, mais... Pourquoi ces gens-là ils sont rentrés? Madame au téléphone, la propriétaire. Et elle vous a donné quoi comme accord? Vous lui avez posé quoi comme question? Elle m'a donné son accord pour que les chasseurs fassent le nécessaire. Et c'est quoi le nécessaire? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme accord? Est-ce qu'elle vous a donné l'accord pour qu'il le tue dans son jardin? Est-ce qu'elle elle a donné cet accord-là? Oui, monsieur. Alain Drache, c'est vous qui avez mis à mort donc ce cerf. Est-ce que vous aviez anticipé un tel déchaînement de violence sur le plan national également? Mais ni peu ni beaucoup. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il ne faut pas mélanger les genres. Oui, je suis maître d'équipage. Oui, le cerf est rentré dans le village. Aucun de nos chiens n'y est rentré. Quand un cerf rentre dans un village, on fait le nécessaire pour que les chiens n'y rentrent pas et on le gracie. Et pourquoi l'avoir tué alors? Parce que la loi nous oblige à nous préoccuper de l'avenir de cet animal par rapport aux dégâts ou aux dangers qu'il peut le faire. Vous venez de voir ce qu'un cerf peut faire, puisqu'il y en a un qui a tué un rabatteur en forêt. Et donc, nous avons essayé de le rentrer en forêt. Il s'avère que le cerf est malheureusement, en se faisant, descendu dans la descente d'un garage. Donc, pendant 50 minutes, j'ai essayé de le faire sortir. Il n'en est pas sorti. La gendarmerie, à ce moment-là, qui avait pris toutes les dispositions pour faire une zone de sécurité, a jugé qu'il devenait très dangereux et que, tout état de cause, s'il sortait de là où il était, ça pouvait être un danger pour la population, voire pour la route. Très simple. Voilà. Donc, ils m'ont demandé de vouloir l'éliminer. Peut-être que j'aurais dû le laisser faire par quelqu'un d'autre, mais ça n'a rien à voir avec ma position de maître d'équipage. Dans une propriété privée, et c'est là que le bas blesse, c'est cela qui a énormément choqué, on va dire, une grande partie de l'opinion publique. Mais avec l'autorisation que m'ont transmise les gendarmes
de rentrer. Une affiche qui a enflammé les réseaux, où je passe par-dessus la barrière, dit que je fais une violation de domicile. Je ne fais pas une violation de domicile avec 10 gendarmes dans mon dos. Pourquoi pas un hold-up aussi ? Ça n'a aucun sens. Je suis rentré avec l'autorisation de la propriétaire qui était en vacances en Bretagne. Gilles Mété, alors vous étiez-vous parmi les opposants donc à cet événement ? Vous aviez manifesté aux côtés de l'association AVA. Pour quelle raison ? Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé ? Pourquoi un tel déchaînement de passion, on va dire ? Eh bien, d'abord, force est de constater que vous venez de mettre en avant l'un des premiers arguments tendant à interdire la chasse à courre, c'est qu'elle participe aux troubles à l'ordre public. Ce n'est pas le premier événement. Pas plus tard qu'en 2016, à Pont-Sainte-Maxence, ce sont des habitants qui se sont opposés à une mise à mort. L'animal a été finalement gracié. Ces incidents se sont multipliés. Et grâce à vous, monsieur, alors qu'à la Saint-Hubert, nous étions 35 il y a 2 ans, 45 l'année dernière, nous étions 500 cette année. Je crois que le thème de la 500 cette année... Selon la police. Oui, selon la police. Selon la police. Observateurs, vous étiez 300, 350. Mais c'est pas très grave. Avec le battage national. En tout cas, donc il y avait du monde, on va dire, ce jour-là, lors de la manifestation. Voilà. Donc, je crois que le thème de la cause animale est en train de prendre de l'ampleur dans l'opinion publique. Je vous rappelle que les animaux de ferme sont protégés dans le code rural. Les animaux domestiques, depuis la loi biodiversité, en 2015, bénéficient du statut d'être sensible. En 2017, il y a eu une loi sur le respect des conditions de l'animal dans les abattoirs. Pourquoi n'introduit-on pas, c'est vous qui avez fait du lobbying, pour ne pas introduire en 2015 ce même statut dans le Code civil pour les animaux sauvages? Abolition. Tout d'abord, avant de parler de tout ça, Guerre-les-Dauphins, il y a des enquêtes qui sont en cours. Vous avez porté plainte parce que depuis, vous avez été menacé de mort. Il y a quand même une enquête de la Fédération de la chasse. Peut-être aussi un point sur cette enquête. Des enquêtes faites par la gendarmerie et la Fédération de la chasse. Moi, ce qui m'étonne et ce qui m'horrifie, c'est que dans cette affaire, on a fait des menaces de mort et appel au meurtre contre une personne à l'Indrache, contre moi-même, contre la Fédération, et aucun de votre mouvement, cher monsieur, ne s'est apitoyé sur le fait qu'on voulait rouvrir les fours pour brûler à l'Indrache qui est juif. Ça ne nous a pas choqué du tout, et qu'il y a une inversion des valeurs, oui, parfaitement, et il y a une inversion des valeurs qui fait que maintenant, l'animal a pris le pas sur l'homme. Mais je voudrais, madame... une insiste, s'il vous plaît. Non, mais vous n'avez pas poussé, je n'ai entendu excusez-moi, monsieur, aucune protestation de votre part. Si vous me laissez terminer ma phrase, nous avons été les premiers à Europe Écologie Les Verts à sortir un communiqué de presse pour présenter nos condoléances à la famille de l'homme qui est décédé la semaine dernière. Ça, monsieur. Je ne suis pas là pour me faire l'avocat du diable. Non, mais je reviendrai après. Mais je condamne, vous ne répondez pas à ma question. Ces oui, excès. En direct, maintenant. Bien sûr, mais quand le mal est fait. Quand il a eu des menaces de mort répétées. Enfin, oui, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous, Europe Écologie Les Verts, on va dire, met une limite donc à ces injonctions? Mais la violence et la haine n'ont jamais rien. Est-ce que vous êtes prêt à vous porter civil avec nous pour faire condamner ces associations que vous avez fortement excitées pour arriver à ça? Est-ce que vous êtes prêt? Dites-le. Nous n'avons excité personne. Est-ce que vous êtes prêt à vous porter absolument pas, monsieur. Ah ben pourquoi? Mais parce que vous avez vos propres avocats. Mais moi, je suis là. C'est une menace de mort et des propos antisémites insupportables. Vous devriez, si vous étiez honnête dans votre démarche, dire OK, nous la condamnons et nous serons partie civile avec vous. Moi, mon combat, il est pour l'abolition de la chasse à courre. Il n'est pas pour protéger M. Drache. Dans des fours. M. Drache est assez grand et assez riche pour se payer des batteries d'avocats. Alain Drache. Je suis assez riche. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de raconter, ce que vous savez de ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Je travaille depuis l'âge de 18 ans. Ce n'est pas parce que ma mère a un nom connu que je suis quelqu'un de riche. Madame de Rothschild, votre mère, oui, ma mère s'appelle Monique de Rothschild. Qui nous oui, regarde. Et alors, c'est pas parce qu'on a un nom d'une famille de gens qui sont très riches qu'on a des millions ou des milliards. Hein, bon, donc voilà, point barre. Vous payez un avocat, il existe. Mais j'ai de quoi me payer un avocat, monsieur. Mais le sujet n'est pas là, madame. Je voulais juste vous revenir. Non, c'est pas le débat. Non, justement. Très bien. Écoutez, moi, juste en quelques secondes, s'il vous plaît. Voilà. Pour 2 secondes. Il faut voir de quoi on parle.
On ne parle pas de ce que j'ai fait à la demande de la gendarmerie. Je pense que le colonel de gendarmerie a été d'une précision formidable sur l'émission de M6 de la semaine dernière, en endossant... On est à France 3, donc on va revenir écoutez, faites-le revenir là, mais enfin, on parle de choses publiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'emballement médiatique n'a strictement rien à voir avec une vérité sur la chasse à courre. Elle est le fruit d'un montage complètement mensonger, sur lequel, évidemment, les plaintes ont été déposées. Il y a des faits objectifs. Ce cerf a été mis à mort dans un pavillon privé, et ça, donc, c'est le respect de la loi ou non. Oui, il y a une enquête qui est en cours. Guillaume Lédofaux, où en sommes-nous, s'il vous plaît ? La loi a été totalement respectée, puisque, à partir du moment où le cerf a été mis dans ce pavillon, le maître d'équipage l'a gracié, a retiré ses chiens, a enlevé tous les cavaliers. Il n'y en a pas un chien, pas un cavalier qui a pénétré dans la Croix-Saint-Ouen. Et la gendarmerie a pris, à ce moment-là, l'initiative. Et cette initiative, le cerf devenant dangereux, et malheureusement, les événements tragiques où les gens se sont réjouis de la mort de notre rabatteur, peut-être pas vous, mais il y a eu énormément de réseaux sociaux, montrent que cet animal venait dangereux. Et pour la petite histoire, madame, il faudrait que vous sachiez, c'est qu'une semaine après, j'ai été appelé par la même gendarmerie, en tant que lieutenant de louveterie, pour abattre un renard qui devenait dangereux dans un pavillon rue de Chanzorec à la Croix-Saint-Ouen. On va avancer dans ce débat, s'il vous plaît. Il n'est pas arrivé là par hasard non plus. Il est arrivé là parce que ce monsieur l'a emmené vers une zone pavillonnaire. C'est vous le responsable, monsieur. Non, vous savez comment ça s'appelle, la rue où le cerf est rentré ? Oui, la rue de la Vénerie. Non, la rue des Veneurs. Très bien, et à côté de la rue Saint-Hubert, à côté de la rue du Solucerf et à côté de la rue de la Grande-Meute. Guillaume Lédofaux, il va falloir... les animaux, Guillaume Lédofaux, s'il vous plaît, il va falloir avancer dans ce débat. Réglementation, donc que dit la loi finalement ? Que faut-il Comment envisagez-vous les choses ? Vous, William Cherche, vous êtes basé dans l'Aisne, près d'une grande forêt, celle de Saint-Quentin, celle de Saint-Gobain, décidément. Et donc, en fait, vous êtes-vous pour un meilleur respect de la loi ? Qu'entendez-vous par là ? Nous, on est soumis régulièrement à des débordements dus à la vénerie. Il faut savoir qu'en forêt de Saint-Gobain, il y a quand même 3 équipages. Vénerie, chasse à courre. Vénerie, chasse à courre, oui. Il y a un équipage au cerf qui chasse 2 fois par semaine, un équipage au chevreuil qui chasse 2 fois par semaine et un équipage au sanglier qui chasse 1 fois par semaine. Donc en fait, on est vraiment bien placé pour parler de ceci. Donc voilà, cette pénétration des déveneurs à l'intérieur des villages, c'est récurrent, ça existe depuis tout le temps. Il y a des réactions épidermiques de plus en plus importantes. Si la vénerie n'est pas capable de se reprendre en main et de balayer devant sa porte et d'éliminer les éléments perturbateurs, je pense qu'elle court à sa perte. Une réponse avant d'avancer. Donc, vous, les chasseurs à courre ne respectent pas la loi systématiquement ? Non, il y a des débordements qui peuvent dire du fait que la forêt, c'est aussi la chasse. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Et qu'il peut arriver, il y a énormément de problèmes d'urbanisation, je sais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, où de plus en plus on habite chez les animaux en faisant des constructions qui sont en forêt, et que très naturellement, quand on chasse, eh bien, l'animal peut aller dans un village forestier. Donc il doit y avoir une évolution. Une évolution dans quel sens ? Alors, très rapidement, monsieur, vous me reprochez d'avoir amené le cerf là. C'est exact, le cerf est venu là à cause de la chasse à courre. Est-ce un fait nouveau ? Monsieur vient de répondre, non. Il y a des peintures du XVIIIe siècle avec des cerfs au milieu des villages. Dans quel sens doit évoluer la loi ? Est-elle suffisante ? La loi, elle est très simple. Elle est très simple, madame. Vous n'allez pas empêcher... Il y a eu un accident hier avec une biche au milieu de la forêt. Il n'y avait pas de chasse. Il y avait un motard à l'hôpital. Bon, donc les animaux, ils vont où ils veulent. Ça, c'est la première chose. La loi. Dans quel sens ? Mais attendez, je réponds à votre question, madame. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est, d'une façon plus générale, d'introduire un statut, d'être sensible pour les animaux sauvages. Je sais que vous redoutez cela, et cet amendement en 2015 n'est pas pensé, a été rebuté au Sénat. La deuxième chose, elle est simple, il faut abolir la chasse. Alors, donc justement, abolir ou pas abolir ou non la chasse, est-ce que finalement tout ce débat... Au nom de quoi ? Mais je vais vous l'expliquer, Comme il faut abolir les coqs qui chantent dans les villages et qui gênent les gens qui y habitent, il faut abolir les clochers de nos églises, parce que les cloches les gênent aussi. Au nom de quoi voulez-vous abolir ça ? Je vais vous l'expliquer très rapidement. Allez-y, ce que vous appelez l'art de la chasse, de cette chasse-là, c'est de la barbarie. Prendre un animal, l'épuiser, le traquer, le stresser, pour ensuite le laisser dévorer par des chiens,
ou lui mettre un coup de dague, ou lui mettre un coup de dague. Excusez-moi, Gilles Mété, s'il vous plaît. L'Angleterre a aboli la chasse à courre en 2005, la Belgique en 95, l'Écosse en 2002. Alors faut-il abolir la chasse à cour? Attendez, le débat s'est déplacé en tout cas sur le terrain de la politique. Faut-il abolir ou non la chasse à cour? Nicolas Hulot aurait donc évoqué une concertation sur la chasse à cour qui pourrait être menée par donc le ministre de l'écologie. Ce matin, l'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot, demande donc au gouvernement de réagir, qualifiant la chasse à cour d'ancienne présidente, donc de mettre fin à cette pratique ancestrale persistante. Est-ce que la chasse à cour n'est pas d'un autre temps, d'une autre époque? Je ne peux pas changer de terrain toutes les 2 secondes. Oui, mais si pourquoi abolir la chasse à cour? Je réponds à monsieur, les prétextes que vous venez de donner, parce que ça a été annulé là. On dit qu'il n'y a plus que la France où on chasse à cour. On oublie la Nouvelle-Zélande, on oublie les États-Unis. Et puis monsieur Tony Blair, qui a fait annuler la chasse à cour en Angleterre, a dit sur une chaîne française concurrente, que je ne cite pas, que c'était le plus grand regret de son mandat, parce que c'était la chasse la plus naturelle. Et oui, la chasse à cour avec la chasse au vol, ce sont les 2 chasses les plus naturelles qui ne blessent jamais. Vous avez dit un contresens absolu, les chiens qui mangent l'animal vivant. Mais monsieur, si vous voulez être contre... des images. Si vous voulez être contre quelque chose... Mais Google est votre ami. Mais si vous voulez être contre quelque chose, commencez à comprendre ce qu'il en est. Vous avez parlé de Madame Parisot. Madame Parisot, elle au moins, elle ne connaît pas bien la chasse à cour, mais à la lecture de son article d'hier, on voit qu'elle a été se renseigner. Oui, elle parle de la codification de la chasse à cour, qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est une chasse extrêmement codifiée. Ah oui. Okay. C'est pas du tout une chasse qui blesse, c'est zéro blessure. C'est pas une chasse qui marche à 100%. On va passer donc la parole à William Church, justement sur William Church. Vous qui êtes basé dans la... Gilles Mété, il faut que chacun puisse s'écouter, débattre dans le respect des uns des autres, sinon nous n'avançons pas. Ce sont les règles. William Church, donc faut-il abolir la chasse à cour ou considérez-vous que c'est d'un autre temps, d'une autre époque? Oui, je voudrais revenir sur ce que vient de me dire M. Drage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animal dévoré vivant. Si, là, dans la chasse au chevreuil, l'animal n'est pas mis à mort, il est dévoré par les chiens vivants, quoi. C'est, dans la chasse au cerf, non, il est servi, comme vous dites. Le chevreuil, il est dévoré vivant. Pour revenir à l'abolition de la chasse à cour, je répète ce que je dis tout à l'heure. Voilà, c'est un loisir d'un autre temps avec une classe un peu aisée, etc. On fait le raout du samedi ou du mardi, on se réunit entre nous, etc. Bon, c'était il y avait une éthique au départ. Je pense maintenant elle est complètement bafouée. Louis XIV ne chassait pas avec un portable, avec un téléphone portable. Il n'y avait pas des 4x4 qui sillonnaient les forêts. Vous pensez que la chasse à cour ne correspond plus à notre époque? Elle est complètement anachronique, archaïque et anachronique. Bon, il faut la changer. Attendez, vous avez parlé un peu. Je peux quand même dire quelque chose. Vous avez perdu la notion, messieurs les veneurs, de la ruralité qui change. C'est-à-dire que vous êtes encore à la ruralité du siècle dernier, où la personne qui était là était née au village, ses parents étaient nés au village, ses grands-parents étaient nés au village, et ainsi de suite. Ils étaient souvent employés par le châtelain ou l'agriculteur du coin, qui était le seul employeur et qui chassait à cour. Maintenant, ça a changé. Maintenant, ces personnes-là qui sont depuis 3 ou 4 générations dans le village, ça n'existe quasiment plus. Maintenant, c'est des citadins qui viennent là. Et ces citadins-là, quand ils n'ont pas l'habitude d'entendre les cris des chiens, la violence de ce que vous faites, et donc ils sont étonnés quand ils prennent la voiture pour aller faire les courses, pour aller au travail, etc., de voir des chevaux au milieu de la route avec des chiens, des hurlements, des cors, des voitures qui traversent la route dans n'importe quel sens. Que faut-il faire? Alors l'abolir, arrêter notre époque? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, la vénerie est en train de se tirer une balle dans le pied, à mon avis. Il y a des sondages qui disent qu'elle est de plus en plus mal vue et que ce type de comportement-là, violation de domicile, une manière hautaine un peu et méprisante de dire attendez, qu'est-ce que c'est que ces manants qui viennent nous empêcher d'exercer notre plaisir? Qui pour répondre? Garlet de Faux, ou bien vous-même? Alain Drage, je vous en prie. À l'abolition. Moi, parce que quand on parle de l'éthique du téléphone, il s'avère que justement la société de vénerie, qui regroupe tous les équipages, me reproche de ne pas leur avoir téléphoné.
téléphoné. Et pourquoi je n'aurais pas téléphoné? Parce que je n'ai pas de téléphone. Personnellement, et pour beaucoup d'équipages, et à ce propos-là, pour aller contre ce que vous venez de dire, c'est pas du tout seigneurial un équipage. Ça l'a été, oui, ça a été même royal. Et puis au début du XXe siècle, c'était des propriétaires qui avaient des chiens, ainsi de suite. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait 150 équipages en France. Aujourd'hui, il y en a 400. Il y a 18 000 journées de chasse. Donc vous n'entendez pas ce décalage pour certains? Je vais jusqu'au bout. Il y a 3 sujets, je ne peux pas parler 3 fois. Une seconde. Vous prenez la parole et vous n'arrêtez pas. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais vous parlez beaucoup. Bon, mais je parle. Vous avez parlé de quel sujet? Je parle de quel sujet? S'il vous plaît, chacun s'écoute et se répond. 400 équipages aujourd'hui en France qui ne chassent pas avec des téléphones. Il y a sûrement des gens qui braconnent, il y a sûrement des mauvais, c'est possible. Nous respectons l'éthique de la vénerie. Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, il y a des suburbains qui viennent s'installer à la campagne. Eh ben, si on n'aime pas, si nous n'aimons pas les bruits de la mer, on ne s'installe pas au bord de la mer. Si on ne veut pas entendre les vagues, on ne veut pas la mer. Vous dites que les gens ne sont pas habitués. Quand on vient dans un endroit où culturellement il y a le nombre d'équipages qu'il y a en Picardie, on peut imaginer qu'on va se retrouver avec les maires des communes voisines mettent en place des arrêtés municipaux, etc., pour que quand même la chasse n'ait pas lieu. Donc en tout cas, c'était le cas. Non, madame. Alors simplement, je réponds à ça tout de suite. très bien. Non, juste une seconde. Les arrêtés, ils existent depuis 30 ou 40 ans. Il parle beaucoup, là. Voilà. Guy Lédofauve, vous qui présidez, s'il vous plaît, la commission environnement au Conseil régional, vous êtes chasseur, vous la présidez, c'est une première. Donc sous Xavier Bertrand, donc votre commission, donc il y a sur 15 élus, on va dire à peu près 7 chasseurs. Est-ce que tout ça va dans ce sens quand on parle de la loi? Est-ce que dans notre région, en Hauts-de-France, ça va dans ce sens? Ça fait partie de l'ADN de cette région. Il faut savoir que la chasse à courre, c'est elle qui a créé des villes comme Compiègne, qu'en forêt de Saint-Gobain aussi, la forêt a été créée pour la chasse. Je voudrais rappeler, M. Cherche, vous qui êtes un amoureux, et je vous en fais pas grief, vous êtes amoureux de vos forêts et des cerfs qui y vivent. Vous savez que le dernier cerf qui a été braconné, c'est en 1788. Et qu'est-ce qui a réintroduit les cerfs? C'est les veneurs. D'abord en forêt de Saint-Gobain, avec les frères Chazal, et après avec M. Verne. Et en forêt de Compiègne, par son grand-père, James de Rothschild. Donc, on a un commun. Là, je ne vous comprends pas, parce que pour qu'un animal reste sauvage, il faut le chasser. Nous refusons, et là, c'est une politique, nous refusons que nos forêts, et en particulier celles du sud de l'Oise qui nous concernent, vous êtes plus rural que nous, et vous avez raison, parce que nous avons une forte pression urbaine qui fait que nous tenons absolument à ce que nos forêts soient sauvages. Et pour ne pas mobiliser la parole, je dirais simplement, si vous aimez les animaux sauvages, parce que ça a l'air d'être votre cas, eh bien, pour qu'ils restent sauvages, il faut qu'ils soient chassés. Et toutes les études le montrent. Parce qu'en le chassant, vous permettez de développer ses capacités de fuite devant les prédateurs et sa capacité d'alimentation. Gilles Mété, vous ne siégez plus, vous les écologistes. Pour conclure, je dis qu'une société se construit sur ses racines, et de vouloir gommer d'un coup de trait ce qui a fait la France, eh bien, est une erreur. Alors, Gilles Mété, vous ne siégez plus, vous, Europe Écologie Les Verts au Conseil régional. Tout de même, que pensez-vous, que répondez-vous à Guy Lédofauve? Là, vous me parlez de chasse aux cerfs. En quoi ça justifie de régulation de la quantité de cerfs, n'est-ce pas? Vous dites que la chasse permet de réguler le nombre de cerfs. Monsieur, là vous me parlez de chasse. Moi je parle. Je n'ai pas dit ça. Bon, on parle de vénerie. La chasse permet de réguler, oui, c'est exact. On parle de vénerie. La vénerie prélève une infinie partie du nombre de cerfs qui sont tués au tir tous les ans. C'est dans la forme de chasse, c'est la forme de la chasse qui est condamnable. C'est cette forme-là. À partir du moment où vous représentez 0,01% de la population française, que 76% des Français sont contre la chasse à courre. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi n'est-elle pas en 2017 interdite? Parce que la société de vénerie dont vous parliez, monsieur, est présidée par un certain Pierre de Roye, le président de Mr. Good Deal, que vos sociétés de vénerie sont dirigées par des banquiers, par des industriels du transport, à Villers-Cotterêts, etc. Nous sommes là dans une élite
Hein. Nous sommes dans une élite et il y a des connexions dans cette élite et on appelle ça un lobby. Voilà. Et vous vous sentez inattaquable. Bien, sachez que... Est-ce que la vénerie aujourd'hui, la chasse à courre, représente finalement une élite, celle des plus aisés, on va dire, un lien avec la monarchie? Donc c'est ce que, en tout cas, de nombreux internautes disent. Répondez rapidement, il nous reste 1 minute 30 pour terminer, avant de terminer. Je vais vous répondre très simplement. Pas mon opinion. 2 chercheurs du CNRS qui sont très connus, qui s'appellent Monsieur et Madame Pinson-Charlot, ont écrit un livre sur la vénerie qui dit que c'est le plus grand creuset des rencontres sociales en France. Je crois que j'ai tout dit. On va voir. Donc, Gary Defauve, donc un mot, un tour de table pour conclure. À vous. Que diriez-vous? Je trouve que ce débat ne reprend pas les fondamentaux qu'il devrait reprendre. On est là dans une manipulation de l'opinion publique en essayant de jouer sur l'émotion pour pouvoir faire passer une abolition qui ne tient pas la route. La France est composée de multifacteurs sociologiques. C'est le ministre qui proposerait donc une abolition, c'est le ministre de l'écologie qui penserait à ça. Oui, non, mais il fait marcher en arrière, le ministre de l'écologie. Je vais vous donner un scoop. En tout cas, c'est de la politique. Le président Macron a appelé Willy Schran, le président de la Fédération des chasseurs. C'est intéressant. Pour lui dire qu'on ne toucherait pas. En tout cas, donc, ce débat passionnant. Donc, en 10 secondes, William Cherche, la conclusion pour vous, s'il vous plaît. Moi, je citerai Victor Hugo qui a dit rien n'est plus puissant qu'au monde qu'une idée dont l'heure est venue. Voilà, c'est ça. Je pense que la vénerie, c'est un fruit mûr qui va tomber à cause des excès qu'elle a pratiqués. À suivre. Donc, on voit bien que ce débat déchaîne les passions. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci à vous 4 d'y avoir participé. C'est trop tard, on ne peut plus. Que les chiens sont victorieux. Oui, bon. Les cerfs, les abois. Très bien. Merci. Gilles Mété, très bon dimanche à vous. À bientôt.